Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cybersécurité décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Europol a annoncé le démantèlement en 2020 de l'outil de communication chiffré EncroChat. C'est un outil qui est très utilisé par des groupes criminels. La société EncroChat proposait aussi des smartphones avec suppression automatique des données ou suppression à distance des données. Ces téléphones étaient vendus 1000 € l'unité. Il y a eu 6558 arrestations dans le monde entier et tous ces actifs collectés. Ceci est le résultat d'une investigation conjointe France-Pays-Bas. Le nom de code de cette opération en France était EMA95 et Le Monde aux Pays-Bas. Et les groupes qui utilisaient cette application étaient dans ces domaines d'activité. Depuis le démantèlement de cette application, 115 millions de conversations criminelles ont été interceptées et analysées et plus de 60 000 utilisateurs ont généré ces conversations. Les forces de l'ordre ont constaté que la société avait quelques serveurs en France. La gendarmerie française a créé entre guillemets un malware légal ou dispositif technique afin d'infiltrer les téléphones qui utilisaient EncroChat. Ils ont ainsi réussi à avoir accès aux conversations. Cette investigation a duré 3 ans, de 2017 à 2020. Et c'est le 13 juin 2020 que les auteurs de cette application ont constaté que leur réseau a été infiltré par les forces de l'ordre. Ils ont alors envoyé ce message à tous les membres pour les prévenir que leur smartphone avait été infiltré pendant au moins 30 minutes et qu'il fallait éteindre son téléphone et se débarrasser du smartphone. Cette investigation a mis la lumière sur un réseau de trafiquants, de chimistes et d'intermédiaires. Des personnes ont été recrutées au Mexique en leur faisant croire qu'ils auraient un emploi dans le bâtiment ou pour venir cueillir des fruits en Europe. Arrivés à l'aéroport, ces personnes ont découvert qu'il s'agissait d'autre chose et ont été victimes de menaces. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine. Le botnet Mirai exploite une vulnérabilité afin de prendre le contrôle d'équipements comme D-Link, Aris, Zixel, TP-Link, Tenda, Netgear et Mediatek. L'attaquant récupère sur ce site un outil de téléchargement de script nommé Y. Cet outil va télécharger et exécuter un client bot en fonction du serveur où il s'exécute. Après cela, l'outil de téléchargement va supprimer le fichier exécutable afin de couvrir ses traces. Voici un résumé de la campagne du 6 octobre 2022 au 8 mai 2023. Le premier pic remonte à avril 2022 où il y a eu 821 tentatives d'exploitation de vulnérabilités. Le second pic était en mai 2023 avec 924 tentatives d'exploitation. Cet autre graphe présente les dates où les vulnérabilités CVE ont été exploitées, la source de l'attaque et le domaine associé. Si tu utilises l'un de ces équipements, il faudrait vérifier sur le site officiel les recommandations. Par exemple, D-Link a publié cet article pour résoudre les vulnérabilités. Te souviens-tu de ces tweets de personnes publiques qui promettaient de doubler l'argent qu'on leur envoyait? En réalité, un groupe de personnes avait hacké Twitter en juillet 2020. Ce groupe avait utilisé une campagne de hameçonnage qui ciblait certains employés de Twitter. L'un des auteurs de cette attaque s'appelle Joseph O'Connor, un citoyen britannique qui avait été arrêté le 26 juillet 2021 à Estepona dans le sud de l'Espagne, puis extradé aux États-Unis le 26 avril 2023. Le département américain de la justice a annoncé que Joseph a plaidé coupable sur cette affaire de piratage, mais aussi de cyberharcèlement. Il a notamment utilisé la technique de l'échange de cartes SIM pour voler des crypto-monnaies, pirater des comptes Twitter. Il a même cyberharcélé 2 victimes, dont une personne mineure. Il a volé l'équivalent de 794 000 $ en crypto-monnaie à une société américaine. L'enquête révèle que Joseph O'Connor et un groupe de personnes ont utilisé le social engineering pour prendre le contrôle d'un compte à privilège Twitter. La technique de l'échange de cartes SIM a été utilisée sur 3 hauts dirigeants d'une société américaine. Une personne sur 3 a pu être infiltrée par ce groupe et a permis d'avoir un accès à plusieurs comptes de la société et au système d'information. Le verdict est tombé le 23 juin. Joseph O'Connor a été condamné à 5 ans de prison. 3 autres personnes avaient déjà été arrêtées, Nima, Mason et Graham. Microsoft a détecté une augmentation d'attaques par vol identifiant menée par le groupe Midnight Blizzard qui serait affilié à l'État russe. Ce groupe passe par des serveurs mandataires afin de masquer leur adresse IP. Leur objectif est de cibler des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des infrastructures critiques, etc. Midnight Blizzard est connu sous plusieurs noms dont Nobelium, APT29, Cozy Beer, Ion Hemlock et The Dukes.
En décembre 2020, ce groupe avait déjà fait parler car il avait attaqué la chaîne d'approvisionnement de SolarWinds et l'attaque avait en réalité commencé en 2019. Un groupe a transformé le programme d'installation de Super Mario en malware, 2 mineurs de crypto-monnaie et un voleur d'informations. Voici la chaîne d'infection. Le fichier d'installation dans le premier rectangle contient 3 exécutables nommés ici 2, 3, 4. Ce fichier d'installation porte ce nom. Voici les 3 exécutables de fichier légitime d'installation de Super Mario, les 2 mineurs de crypto-monnaie. Le premier mineur de crypto-monnaie va télécharger un voleur d'informations. Il va aussi se connecter à un serveur distant afin de récupérer les paramètres pour démarrer le minage de crypto-monnaie. Le second mineur va se connecter à un autre serveur distant pour le minage. Puis il va collecter des informations sur la machine comme le nom, l'identifiant de connexion, les caractéristiques de la carte graphique et du processeur. Toutes ces informations seront envoyées à un serveur distant. L'autre outil va prendre des captures d'écran et de webcam, récupérer des mots de passe et cookies, collecter des fichiers de porte-monnaie numérique. Pour éviter ce type de malware, il faut télécharger des fichiers d'installation uniquement à partir du site officiel de l'éditeur. CrowdStrike a analysé le fonctionnement du malware chinois Volt Typhoon ou Vanguard Panda. Cet outil réalise plusieurs actions comme l'énumération de processus, les tests de connectivité réseau, la collecte d'informations sur les utilisateurs et les groupes, le partage de fichiers, la collecte d'informations sur le contrôleur de domaine et l'énumération de zones DNS. Les logs du serveur web Apache Tomcat ont révélé que ce groupe a tenté de faire des requêtes vers un fichier spécifique qui va pointer vers un web shell. Un web shell est une porte dérobée au sein d'une application ou un serveur web. Il va permettre à l'attaquant d'exécuter des commandes sur le serveur web, parfois en tant qu'administrateur. L'attaquant a nettoyé les fichiers journaux d'accès afin de masquer ses traces. La finalité de ce web shell est de créer une porte dérobée qui va permettre à Volt Typhoon d'avoir un point d'entrée spécifique sur la machine infectée. La société Desktop a identifié une faille sur l'utilisation d'OAuth avec Microsoft Azure AD. Avant d'entrer dans les détails, OAuth est un protocole qui permet à un site web ou une application d'accéder au nom d'un utilisateur aux ressources hébergées par d'autres applications web. C'est grâce à ce protocole que tu peux par exemple t'authentifier sur Spotify avec ton compte Google, Facebook ou Apple sans partager tes identifiants avec Spotify. Et Azure Active Directory est un service cloud de Microsoft de gestion des identités et des accès. Il est accessible à travers le portail Azure. Ce schéma résume le fonctionnement de cette faille. Le pirate achète un accès au portail Azure, puis crée un compte administrateur sur Azure AD. Ensuite, il va changer le champ email par l'adresse email d'une victime. Le changement de l'adresse email peut se faire sans validation sur Azure AD. Puis il va sur un site qui utilise Microsoft comme fournisseur d'identité. Je te rappelle, c'est ce bouton sur une application externe. Une application vulnérable qui ne vérifie pas bien le champ email peut permettre à un pirate de prendre le contrôle d'un autre compte. En fonction du niveau de permission, l'attaquant peut avoir accès aux données de l'utilisateur légitime. Microsoft ne recommande pas l'utilisation de ces 3 attributs dont l'email pour gérer l'autorisation à une application par un utilisateur. Il faut plutôt utiliser l'attribut subject. D'ailleurs, Microsoft propose également cet article pour ne plus utiliser l'email dans le processus d'authentification ou d'autorisation. Voilà, c'est tout pour cette actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir l'épisode précédent, je te recommande cette vidéo. Sinon, tu peux regarder cette autre vidéo. À bientôt.